Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, de nouveaux heurts entre CMA et Gatia au Mali. L'installation des autorités intérimaires divise notamment les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger. Les défis de la décentralisation au Rwanda, 30% du budget national est aujourd'hui alloué aux 30 districts du pays. Nous verrons comment s'organisent les différents programmes mis en place par les autorités. Et puis, lueur d'espoir pour les réfugiés de Dar es Salaam au Tchad. Des milliers d'enfants séparés de leurs familles vont pouvoir être de nouveau réunis. Un système de traçabilité vient d'être mis en place par la Croix-Rouge. Reprise donc des hostilités entre CMA et Gatia au Mali. Des affrontements entre des hommes de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA et d'autres du Gatia ont éclaté ce mardi 9 août dans la région de Kidal. Depuis l'entrée du Gatia en février 2016 à Kidal, un accord avait pourtant été trouvé pour éviter les accrochages. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. Nouveau combat ce mardi au nord du Mali. Ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental se sont affrontés à 65 km au nord-est de Kidal. Dans un communiqué signé de son secrétaire général, Fahad Ag Al-Mahmoud, le groupe autodéfense Touareg Imgadé allié a accusé une composante de la coordination des mouvements de l'Azawad d'avoir attaqué ses positions. C'est un enjeu fondamentalement social, politique. C'est davantage en termes de positionnement pour occuper des postes de représentativité au niveau des autorités intérimaires et mieux se positionner en vue des élections locales qui sont prévues pour novembre. Les hostilités impliquent des hommes de la CMA et d'autres du Gatia une nouvelle fois. Une reprise qui perdure dans la région de Kidal depuis leur début de cohabitation en février 2016. Les deux camps s'étaient affrontés le 21 et le 22 juillet dans Kidal même à l'arme lourde, puis le 30 juillet à une quarantaine de kilomètres à l'est de la localité en violation du cessez-le-feu et de l'accord de paix d'Alger. Les missions des Nations Unies doivent être fortement questionnées à l'aune des conflits actuels qui éclatent. Non pas que l'aménagement puisse jouer le rôle d'interposition entre ces différents mouvements. L'aménagement dans son mandat, c'était pour pacifier et stabiliser le Mali. Donc à ce niveau, le Mali n'est pas stabilisé, le Mali n'est pas pacifié. Donc si l'aménagement mettait aujourd'hui des troupes pour empêcher les gens du Gatia de rentrer, est-ce que l'aménagement pourrait en même temps faire le travail des polices à l'intérieur de la population de Kidal pour protéger les Zimrades qui relève du Gatia. La situation créée par ces affrontements menace la mise en œuvre des accords de paix issus des pourparlers d'Alger. Plus d'une année après sa signature en mai 2015, son application effective peine à se concrétiser, notamment concernant le redéploiement de l'administration d'État. Et toujours dans l'actualité au Mali, l'armée malienne a annoncé ce mercredi avoir récupéré les corps de 5 soldats à Ténenkou dans le centre du Mali. Une enquête a été ouverte en même temps pour déterminer les circonstances de leur mort selon le service de communication de l'armée. Le Rwanda a opté pour la politique de décentralisation depuis 2001. Kigali souhaite en effet impliquer davantage les administrés dans la gouvernance. Certaines localités sont néanmoins plus en avance que d'autres concernant la mise en place de cette décentralisation. Explication dans ce reportage de notre correspondant à Kigali, Olive Adiakotan. Le Rwanda fait des progrès dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation lancée depuis 15 ans. 30% du budget national est aujourd'hui alloué aux 30 districts du pays contre 7% dans le passé. Plusieurs programmes, dont celui d'une vache par foyer, ont transformé la vie des citoyens grâce à la gouvernance participative. Par exemple, 250 000 familles pauvres bénéficient déjà de cette mesure sur les 335 000 visées à l'horizon 2017. Ici à Gahanga, à une quinzaine de kilomètres de Kigali, la décentralisation rime avec la réduction de la pauvreté. Le programme Girinka est vraiment une bonne chose car il soulage beaucoup les personnes démunies. Moi-même, j'en ai bénéficié et aujourd'hui, je peux dire que le programme a changé ma vie. J'arrive à subvenir à mes besoins. C'est une très bonne chose. Je remercie les autorités de notre secteur qui sont réellement à l'écoute des populations. La décentralisation a connu 3 phases quinquennales au Rwanda depuis 15 ans. La réduction et la restructuration des entités administratives a eu lieu de 2001
2001 à 2006. La consolidation des structures décentralisées de l'administration locale s'est déroulée entre 2006 et 2011. La recherche de solutions locales aux problèmes de l'administration est talonnée de 2011 à aujourd'hui. L'heure est désormais au bilan. Il y a des districts, compte tenu des réalités de là-bas, compte tenu aussi du dynamisme de tel ou tel autre leader, font montre de rapidité dans la mise en application de cette politique, mais aussi du développement socio-économique des populations. Et il y a d'autres qui traînent un peu en arrière. Donc, en matière de renforcement des capacités des communautés, en matière de renforcement des capacités de ces institutions locales, il y a encore des choses à faire. La prochaine phase de la décentralisation au Rwanda est celle de la consolidation des acquis. Notons que depuis 2012, l'Union africaine a décidé que chaque 10 août soit consacré à la journée africaine de la décentralisation. L'édition de 2016 a pour thème la décentralisation comme un pilier pour la réduction de la pauvreté, la prestation des services publics et la participation des citoyens. Activité monétique en hausse au Maroc. Les réalisations globales ont atteint 147,8 millions d'opérations pour un montant global de 124,5 milliards de dirhams à la fin juin 2016. C'est ici une hausse de 10,1% en nombre d'opérations et de plus 9,2% en montant par rapport au premier semestre 2015 selon le Centre monétique interbancaire. Dans un même temps, le réseau des guichets automatiques a poursuivi son élargissement avec l'installation de 203 nouveaux guichets durant le premier semestre. L'activité de paiement en ligne au Maroc a par ailleurs totalisé 1,7 million de transactions pour un montant global de 873,4 millions de dirhams à la fin juin de cette année. Fin du dépôt des candidatures pour l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales ce dimanche 14 août au Sénégal. Près de 11 000 conseillers sénégalais iront aux urnes le 4 septembre 2016 pour élire les membres de ce haut conseil. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Le 4 septembre, date retenue pour la tenue de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales du Sénégal. L'institution sera composée de 150 conseillers. 80 seront élus, les 70 restants seront nommés par le président de la République Macky Sall. Le dépôt des candidatures a démarré depuis le 30 juillet 2016. Il prendra fin ce 14 août. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est créé par la loi numéro 2016-10 portant révision de la Constitution et adoptée par référendum le 20 mars 2016. Il y a quelques jours, au niveau de l'Assemblée nationale, on a voté la loi constitutionnelle portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette organisation vient renforcer l'architecture de la gouvernance locale entamée par le président de la République avec sa première phase, c'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation. C'est une institution qui sera classée dans l'ordre protocolaire après l'Assemblée nationale. Le Haut Conseil a pour mission d'assurer la concertation et le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Les membres du collège électoral, sur la base des procès-verbaux qu'ils reçoivent, élaborent un rapport annuel destiné au chef de l'État. Ils sont désignés pour un mandat de 5 ans. L'institution du Haut Conseil des collectivités locales qui se trouve dans le programme de gouvernance du président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall, lui, avait un programme qu'on appelait Yoonu Yokkute, qui avait été fusionné avec la stratégie de croissance accélérée qui a donné le plan Sénégal émergent. Et dans ce programme, il avait dit, lui, en tant que candidat, qu'une fois élu, il va avoir une organisation où les conseillers qui seront issus des conseillers municipaux et départementaux vont se retrouver au niveau d'une institution pour travailler à tout faire pour que la gouvernance locale dans notre pays puisse être véritablement une réalité. Rappelons qu'en 1999, le président Abdou Diouf avait mis sur pied le Sénat. L'institution avait été supprimée pour des raisons d'économie à la suite d'un référendum constitutionnel organisé le 7 janvier 2001. Il est rétabli en mai 2007 puis supprimé à nouveau en septembre 2012. Les membres de la société civile espèrent que le Haut Conseil des collectivités territoriales répondra aux attentes des Sénégalais et sera une institution pérenne.
Espoir pour les réfugiés du camp de Dar es Salaam au Tchad. Entre 5 000 et 7 000 réfugiés fuyant les exactions du groupe islamiste Boko Haram au Nigeria et au Niger vivent dans ce camp situé dans l'ouest du pays. Au sein de cette région semi-désertique, les réfugiés vivent dans des conditions parfois difficiles, loin de leurs proches. Grâce à un nouveau système de traçabilité, ils pourront bientôt retrouver leur famille. Explication de Graziella Tiakunte. Dar es Salaam, camp de réfugiés situé à Bagassola, dans l'ouest du Tchad. Cette ville de toile, disséminée dans un camp de sable, accueille quelques 5 000 réfugiés fuyant les exactions de Boko Haram. La plupart sont des femmes et des enfants qui ont souvent dû laisser des proches derrière eux, des familles séparées mais bientôt réunies grâce au programme de rétablissement des liens familiaux mené par le Comité international de la Croix-Rouge. Tous ces enfants viennent d'une ville appelée Baga sur la rive du lac Tchad au nord-est du Nigeria. La ville a été frappée par le conflit armé au début de janvier 2015. C'est à ce moment que les enfants ont été séparés de leur famille. Ils sont montés à bord de bateaux, ont essayé de sauver leur vie et ont ensuite atteint le Tchad alors que les membres de leur famille ont fui par la route. Après plusieurs mois de travail minutieux, 9 enfants et leurs familles ont finalement été identifiés. Le compte à rebours des retrouvailles est enclenché. Nous avons utilisé les noms des enfants et ceux des membres de leur famille et c'est comme ça que nous avons pu localiser leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs grands-parents. Conscientes de leur chance, les familles concernées tenteront tant bien que mal de se reconstruire. Pour celles qui restent, l'espoir renaît peu à peu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.